Merci infiniment de suivre ce débriefing. Débriefing, c'est le débat de B1 Télévision, un débat sur un phénomène, une actualité. Aujourd'hui, l'actualité, c'est une double interrogation. Faut-il une session extraordinaire? Le Parlement a refermé ses portes dimanche dernier, mais il y a des dossiers non classés, comme la réforme de la loi électorale, la mise en place de la Commission nationale pour les droits de l'homme, la révision de la Constitution, initiée il y a peu par le gouvernement. L'autre interrogation, c'est cette session de mars qui s'est terminée sans le grand oral tant attendu du nouveau Premier ministre et de son gouvernement de cohésion nationale. Du coup, les opposants qui étaient aux concertations nationales sont en colère, il faut le dire. Et il y a même l'opposition républicaine qui avait envisagé une convention ce mardi, une convention qui a été ajournée. Son représentant qui est là va nous le dire, Moïse Monidela. Il est secrétaire général du RCD-N. Il est coordonnateur des FAC opposition. Moïse Monidela, bonsoir. Bonsoir, mais je vais préciser FAC tout court. Il y a FACO, il y a FAC, il y a FAC. Il y a FAC que je dirige, s'appelle FAC, tout simplement. Il y en a tellement que ça me mélange. C'est bien, c'est l'unité dans la diversité, c'est bien, c'est une floraison, c'est une diversité, c'est une richesse. Il faut considérer ça comme une richesse. Une convention prévue mardi et renvoyée à plus tard. Pourquoi? Voilà, ce n'est pas ces FAC-là dont je dirige. C'est des amis, mais je sais que c'est l'opposition républicaine. Oui, les oppositions républicaines, oui, nous suivons de très près. Bon, c'est tout à fait normal qu'après tout ce qui se passe dans la ville, au pays, que les gens cogitent, discutent, se concertent pour donner un point de vue. Après, moi, je trouve que c'est bien pour la démocratie. On ne peut pas s'en plaindre. En fait, c'est sur ce gouvernement de cohésion nationale qui n'a pas été mis en place pendant cette session de mars. C'est ça le problème. Déjà, moi, je suis... Il était question, je l'ai suivi sur les médias, de faire un bilan à des résolutions des concertations nationales, parmi lesquelles le gouvernement de cohésion nationale qui n'est pas arrivé. Oui, je pense que ça a été une des résolutions de concertation pour la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. Et au moment où je suis en train de me poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, ces gouvernements, ça a raison d'être, parce qu'un gouvernement a une fonction. Aujourd'hui, je crois que moi, à ce qui me concerne, on parlait de cette convention. Ma préoccupation, c'est les élections libres, transparentes et démocratiques d'ici 2016. Parce que ça risque d'apparaître comme une distraction, une manœuvre dilatoire pour empêcher les gens d'aller aux élections, de se soumettre au suffrage du peuple. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup, Mabina. Alors, avec vous, sur ce plateau, Tony Boulimba, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le président du Mouvement pour le Congo, MOCO. Alors, c'est une association à caractère politique créée à Paris. On va en parler en fin d'émission, sans doute, si on a le temps. Vous êtes un ancien membre fondateur du RNP, Rassemblement National Populaire de Manda Mobutu, et un transfuge de l'Union pour la Nation de Clément Kankou. Non, je ne suis pas transfuge de l'Union pour la Nation avec Clément Kankou, qui est un ami libéral. Vous savez, avant de faire de la politique, il faut d'abord connaître de quelle obédience on est. Chez nous, ici, on voit les socialistes combattre d'autres socialistes. Kankou est libéral, moi je suis libéral. J'ai représenté l'Union pour la Nation en France pendant un moment. Certaines personnes qui dirigeaient l'Union pour la Nation ou qui émanaient des grands mouvements qui composaient l'Union pour la Nation n'étaient pas en harmonie d'esprit avec moi. J'ai préféré partir. Alors, le RNP de Manda Mobutu, il est mort avec Manda Mobutu? Le RNP de Manda Mobutu n'est pas mort. Le RNP a été dirigé par la coordination quand son président a été rappelé par l'Éternel. Moi, je n'en faisais plus partie parce que nous n'avons plus la même vision des choses. J'ai préféré me retirer. Ok, alors on va se rendre tout de suite à l'Assemblée nationale et au Sénat. Monsieur Monidela, faut-il une session extraordinaire? Pour vous, est-ce qu'il y a des urgences? La loi électorale, la mise en place de la Commission pour les droits de l'homme et la révision de la Constitution proposée par le gouvernement? Oui, madame, il y a eu des urgences dans ces pays, il y a des urgences. Il suffit de sortir ici pour voir qu'il y a des urgences. L'attente de la population est très forte. En ce qui concerne le logement, les transports, en ce qui concerne la santé. Il y a beaucoup d'attentes. Mais je pense qu'ici, il faut prioriser les priorités.
il y a des priorités, mais je crois que la loi sur la bioéthique, j'aime bien, mais aujourd'hui, le peuple ne sait pas ce qui dépend du peuple. Qui demande le peuple? Je crois qu'il y a des priorités, mais si c'est des priorités pour des manœuvres dilatoires, pour essayer de repousser les élections, les échanges, si c'est pour des manœuvres dilatoires, pour essayer de conserver à tout prix les pouvoirs pour les pouvoirs, j'ai dit c'est pas ça la priorité. Et je crois, j'ai l'impression que c'est ce qui va se faire. Il y a une résolution des concertations. Vous avez parlé des concertations, j'étais concertateur. Lorsque je me suis rendu compte que les concertations, c'était une sorte de messe noire contre les intérêts du peuple, j'ai quitté les concertations. Et des résolutions, il y a une des résolutions des concertations, on disait qu'il ne faut pas qu'on touche à la Constitution, qu'à la veille d'une compétition, on ne peut pas changer les règles du jeu. Et aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de faire, c'est il suffit de conserver le pouvoir. C'est ce que j'appelle la politique des connivences et des convenances, des complaisances, qui n'est pas celle des consciences, dont j'en appelle de tous mes vœux. Les partisans de la révision de la Constitution n'arrêtent pas de répéter qu'il ne s'agira pas pour eux de toucher au fameux article 220. Mais on peut ou ne pas toucher à l'article 220. La Constitution, je ne dis pas, moi je suis musulman, je ne dis pas que la Constitution, c'est le Coran qu'on ne peut pas toucher, moins encore la Bible. On doit toucher la Constitution, mais pas pour des convenances personnelles, madame. Partout au monde, la Constitution, on peut la toucher. Parce qu'on nous dit, oui, mais je n'ai pas dit, Moïse Mounidela n'a pas dit qu'on ne touche pas la Constitution. Mes amis, les amis qui me ressemblent, n'ont pas dit qu'on ne touche pas la Constitution. Mais nous disons, la Constitution, on ne la touche pas pour des convenances personnelles, pour conserver à tout prix les pouvoirs. Quand bien même vous arrivez, le mandat est arrivé, c'est un pouvoir qui est finissant, qui était hier titubant, décadent, aujourd'hui finissant. Et on ne peut pas, à la veille, pour pérenniser ces pouvoirs-là, on doit toucher à tout prix. On est en train de vider les contenus de l'article 220, parce qu'on veut bien, parce que vous m'avez posé la question, il faut que les téléspectateurs ne comprendront pas si je ne vais pas jusqu'à la logique des choses, je ne vais pas, je ne dis pas les choses comme je l'attends. C'est-à-dire que la Constitution, donc le fait de vouloir changer la Constitution, c'est permettre une élection au suffrage universel indirect. Et moi, je suis partisan de ce que Rousseau appelle une souveraineté populaire, où les citoyens, tout citoyen doit voter. Mais là, on veut réduire le corps électoral dans une salle, dans une chambre, pour voter. Moi, j'aimerais bien que tout citoyen puisse voter, puisse sanctionner la politique qu'on nous présente. Ok. Monsieur Bolimba, faut-il une session extraordinaire pour la réforme de la loi électorale, la mise en place de la Constitution par rapport aux lois relatives à l'organisation des élections? Oui, j'estime que oui. Pourquoi je l'ai dit? Dans chaque société est dirigée avec des textes. Donc on ne peut pas prévoir certaines choses dans la République, on ne peut pas prévoir comment aider la population tant que certains textes ne sont pas respectés dans les normes. Donc nous avons des urgences. Si je peux un peu rejoindre ce que messieurs viennent de dire, la situation sociale, tout cela, mais ça ne peut que se faire lorsque certaines lois, lorsque certains textes de la République sont débattus dans l'Assemblée pour le bien de la République. Et ce que venaient de dire les messieurs, certains débats étaient à but de faire conserver les pouvoirs au gouvernement actuel, à ceux qui nous dirigent. Moi, la politique, c'est des bonnes guerres. Vous savez, moi, je suis un ancien du mouvement populaire de la Révolution. Au moment où il nous fallait, nous, garder notre pouvoir, nous avons usé de nos stratégies, de notre intelligence. Moi, je ne reprocherai pas à ceux qui sont là, actuellement, s'ils veulent conserver leur pouvoir. Si c'est dans les règles, ils utilisent leur intelligence. La politique, c'est conquérir, conserver le pouvoir pour servir la nation. Donc, je ne suis pas contre. S'ils veulent conserver, c'est à nous qui ne sommes pas d'accord de la façon dont la République est dirigée. Moi, personnellement, depuis le 17 mai 1997, je ne suis pas d'accord de la manière dont la République est dirigée. Nous nous préparons pour affronter les élections. Si eux se préparent aussi pour conserver, ben je ne suis pas contre. Pour vous, ils ont carte blanche pour faire tout ce qu'ils veulent. Je dis pas qu'ils ont carte blanche, mais la politique, c'est des bonnes guerres. J'aime pas trop prononcer les mots guerre, nonobstant que leur mouvement est issu d'un mouvement rebelle. Là n'est pas le propos pour l'instant. Oui, c'est juste une nuance de ma pensée. La politique, c'est ça même les socles de la politique, c'est des bons combats.
mais pour un intérêt commun, servir la République, servir la cité. Pour vous, c'est pas important d'ouvrir une session extraordinaire maintenant? Bon, nous devons répondre beaucoup plus aux urgences. La situation sociale de la population à l'Est, les problèmes ont repris encore avec nos voisins. Nous avons des problèmes, par exemple, depuis 2011, l'Assemblée ne compte pas 500 députés, on a 499 députés. L'un des élus de la province de l'Équateur, Abé Falé, n'a jamais siégé. Donc, ni en 2006, ni en 2011. Qui a été élu 2 fois, monsieur Iseke Manga n'a jamais siégé. Et une décision pendante est devant la Cour, mais la CNI propose un calendrier avec une élection partielle. Donc, je ne sais pas si la CNI est au-dessus de la justice. Tout ça, c'est des choses à voir. Ok. Monsieur Monidela, la loi électorale ne nécessite-t-elle pas qu'on en discute maintenant à l'Assemblée nationale? Madame, je fais la politique, mais j'aime aussi les sports. J'aime beaucoup les sports. Pour ceux qui nous suivent, j'étais, il y a un moment, un des présidents d'une grande équipe de la place avec c'est mon équipe de cœur. Je sais qu'on ne peut pas changer les règles du jeu avant une compétition. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc aujourd'hui... Là, on parle de la loi électorale. Même la loi électorale, madame, c'est une loi, c'est les règles du jeu dans l'ensemble. Et qui nous permettent d'aller dans une compétition électorale. En 2011... Monsieur, je ne vous ai pas interrompu. En 2011, lorsque la loi a été changée... Nous devons faire un débat... Nous sommes civilisés, c'est-à-dire que lorsque j'ai la parole... Sinon, excusez-moi, juste une petite nuance. En 2011... Quand la loi a été modifiée à un tour, vous avez bien participé aux élections. Pourquoi vous n'avez pas refusé? Mais moi, je ne réponds pas à des questions. Il y a une journaliste qui pose des questions. Moi, je préfère répondre à ces questions parce que c'est son point de vue. Excusez-moi, si ce n'était pas une question, j'ai réfléchi à haute voix. D'accord, excusez-moi. Vous aurez votre temps de parole, vous aurez le temps de les dire. Je pense que c'est comme ça. J'ai réfléchi à haute voix. Les dispositions sur la répartition des sièges. Avant la répartition des sièges, c'était selon le nombre des électeurs. Et puis, la loi a changé. C'est en fonction de la démographie. Mais il y a le problème du recensement administratif qu'on n'a pas encore résolu, même si ça se met encore en place. Madame, le recensement, c'est pas à la veille d'une élection qu'on doit recenser les gens dans un pays continent comme le nôtre. Si on commence les recensements aujourd'hui, ça va nous amener aux 2018, 2020, 2021. Dire qu'on va bâtir une société parfaite. Et nous disons qu'il y a des imperfections, des lacunes, mais qu'on doit aller aux élections. Nous avons convenu comme ça. Alors, il faut y aller sans le recensement administratif. Sans recensement administratif, nous l'avons dit et nous... Voilà pourquoi il faut toucher à la loi électorale. La loi électorale, telle qu'on veut la toucher, madame, c'est des manœuvres dilatoires, parce que les élections, on le tripatouille pas, on ne bidouille pas les élections les jours du vote. C'est quelque chose qui commence bien avant, c'est quelque chose qui est planifié. Non, on ne veut pas quelque chose de son contraire. On a été toujours logique, peut-être que c'est pour la première fois que je dis ça. Nous avons dit, nous avons crié haut et fort que les élections de 2011 ont été mal organisées et c'est Tshisekedi qui a gagné ces élections. Et nous avons dit que bon, et comme on veut nous amener aux élections, mais qu'on ne nous amène pas comme des moutons de Panige, où on les amène à l'abattoir et sans qu'ils puissent bêler. Nous devons crier parce que hier, nous estime plusieurs fois en 2006, les élections ont été bidouillées, tripatouillées. En 2011, pareil. Nous ne devons pas aujourd'hui accepter. Vous nous demandez d'accepter l'inacceptable, alors que ça ne vient pas de moi. Le président Hollande l'a dit il a dit, et que ce qui se passe au Congo est inacceptable. Alors, nous n'acceptons pas. Et ce qui est en train de se tramer pour, à la fin, on puisse 2 ans plus tard, il n'a plus tenu le même langage quand il a reçu Joseph Kabila à l'Élysée. Oui, mais l'eau a coulé sur le pont, mais c'est reste vrai que les élections ont été mal organisées. Et nous avons dit que nous allons aux élections en 2016, mais avec le même règle du jeu, on ne change pas les règles du jeu à la veille d'une compétition. Alors ça sera avec beaucoup de contradictions. Monsieur Tony Bolamba. Monsieur Monidela a dit que le président Hollande a dit que ce qui se passe en RDC est inacceptable. Moi, j'ai vécu un moment en France. Ce qui se passe dans des banlieues françaises aussi sont inacceptables. Donc, tout à l'heure, pour parler d'un pays, on ne doit pas être complexé, vous savez, parce que la loi électorale, le président Hollande a dit ceci, il a dit cela. Si c'est les règles des jeux qui doivent nous amener aux élections, nous devons aller à l'essentiel. L'essentiel pour nous, c'est maintenant, soit qu'on aille aux élections en 2016, l'essentiel pour nous,
nous avons un gouvernement démissionnaire. Il faudrait qu'il y ait formation rapidement d'un gouvernement parce que tout est stationnaire au pays. Nous devons aller à l'essentiel et aux urgences. Donc c'est pas parce que le président Hollande a dit quoi que ce soit où on doit prendre compte comme si c'était une parole d'évangile ou de Coran, parce que M. Monedel a dit qu'il était musulman, donc c'est une personne comme très musulman. Donc, alors, le recensement administratif... C'est par respect même de la souveraineté de certains États. Le recensement administratif, c'est une nécessité pour les élections de 2016. Alors, selon Moïse Monedel, on ne peut pas y aller avec la nouvelle technologie, tout est possible. Avec Skype, on peut parler avec quelqu'un qui est au pôle Nord. Donc, avec les nouvelles technologies, si l'État congolais met des moyens, je ne vois pas pourquoi ça ne sera pas possible. Nous avons plusieurs outils maintenant qui peuvent faire avancer les choses qu'on avait la possibilité. Les moyens sont en train de se mettre en place. Donc, attendons. Moi, j'ai toujours accordé le bénéfice des doutes. M. Monedela et des autres, c'est qu'on aille au-delà de 2018 avec ce recensement. Oui, moi j'aime laisser les temps au temps et j'aime faire confiance aux gens. Quand vous voyez quelqu'un douter des autres, c'est que la personne est douteuse elle-même. Moi, je n'ai jamais douté des gens. Donc, il y a des éléments qui le font douter. Moi, je m'attends jusqu'à la fin. Parce que M. Monedel a dit... Jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'en 2018 jusqu'à les jours où les échéances 2016 approchera et qu'on n'a pas d'élection, là, je vais réagir. Parce que tout à l'heure, il a dit 2006, il y a eu fraude, 2011... Il y a eu fraude, mais il siège vous siégez au Parlement. Je ne suis pas député. Non, il n'est pas député. Je suis, vous siégez pas. Pour la petite histoire, je suis un député élu démocratiquement et massivement dans la ville de Kinshasa. Vous êtes un député qui n'a pas été nommé. Il n'a pas été nommé parce qu'il y a eu des élections. Oui, vous dites que vous celui qui était à Lukunga, il sait bien que Moïse Monedela, c'est un homme très populaire. Vous êtes un député élu démocratiquement, mais qui n'a pas été désigné parce que mes convictions. Tout à l'heure, il a dit qu'il y a eu des fraudes, mais pourtant, votre parti a des députés encore à l'Assemblée. Pourquoi vous ne les faites pas démissionner? Moi, quand je ne suis pas d'accord, je démissionne. C'est ça même l'essence de la responsabilité. C'est sans l'essence du respect. C'est pas un autre débat. Moi, quand ici, je ne suis pas là pour faire des débats polémiques, parce que les téléspectateurs qui nous suivent, c'est pas ces genres de débats qu'ils attendent. Ils attendent de nous que nous puissions développer, chacun de nous, mais des antigènes de ces genres-là, pour que je vienne ici pour commencer à répondre à des petites questions que vous êtes en train de poser. Non, moi, je me soumets à la tout à l'heure, vous avez dit que vous interrompu. Moi, je vous ai laissé parler. Lorsque vous dites que la personne doit être douteuse, tout ça, en tout cas. Tout à l'heure, vous m'avez interrompu parce que, soi-disant, nous n'étions pas civilisés. Les doutes méthodiques. Dans la civilisation. S'il vous plaît. Les doutes méthodiques. On ne comprend plus là. Mais je laisse parler. C'est pas ce genre de débat que tout à l'heure, monsieur m'a dit. On va me donner la parole, c'est moi qui parle. Non, c'est moi qui avais la parole, vous me l'avez arrachée. Tout à l'heure, vous avez prétendu que je vous ai arraché la parole parce que nous n'étions pas civilisés. Quand on est civilisé, on ne parle pas aux gens avec son chapeau. C'est juste un détail. On parlait des irrégularités de 2006 et 2011. Pour vous, l'une de ces irrégularités, c'est l'absence d'un élu de Befale, territoire de l'Équateur. Oui, les parlements, normalement, l'Assemblée nationale doit avoir 500 députés. Nous avons 499 députés depuis 2011, depuis les élections. Donc l'Assemblée est déjà dans l'illégalité. Donc, on va d'illégalité, mais lorsqu'on est dans la République, on doit toujours regarder devant. Nous devons toujours... L'affaire Isekemanga est en justice. L'affaire est en justice, n'a pas encore tranché, mais la CNI a donné un calendrier pour les partiels. Bon, moi, j'y reviens d'ailleurs. Il y a 3-4 jours, j'étais à Mbandaka et à Befale, où la population n'est pas d'accord. Donc, c'est aux autorités, c'est aux dirigeants de prendre leurs responsabilités au moment opportun, au moment nécessaire. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils ont fait quoi pour faire pression? Qu'est-ce qu'ils font Bon, vous savez, chez nous, souvent en Afrique... Ils font des Befale, ils font quoi? Quand les gens n'ont pas... Leur parole n'est pas très respectée, souvent ils vont aux extrêmes. Bon, je ne souhaite pas, je souhaiterais vivement que la justice de la République puisse se prononcer clairement, parce qu'il n'y a pas eu problème de fraude, il y a eu problème de certains bureaux de vote qui n'étaient pas ouverts. C'est là les problèmes. Dans toute la République, lorsqu'il y a eu des élections, il y a eu certains bureaux qui n'ont pas fonctionné, mais les résultats étaient validés. Je ne comprends pas pourquoi les cas de Befale, 2 reprises, nous avons les mêmes problèmes. Aujourd'hui, le problème à l'opposition, c'est une sorte de gage de confiance au sein de la commission électorale. Vous y avez des délégués, n'est-ce pas? Oui, madame, le fait d'avoir des délégués ne nous empêche pas, ne nous ôte pas le pouvoir de discuter, de douter. Douter, c'est aussi
c'est naturel. Il faut douter, de se poser des questions, sur la manière que les choses sont en train d'être organisées. C'est notre droit le plus légitime, mais même le fait, parce que c'est pas parce qu'on a... Quand vous parlez avec eux, est-ce qu'ils vous donnent des garanties ou ils vous font douter, justement? Ils ne donnent pas des garanties. Eux-mêmes. Ils ne donnent pas des garanties. Franchement? Ils ne donnent pas des garanties. Le problème, c'est qu'il faut créer un climat de confiance. Et la CENI doit créer, parce que l'élection... En quoi faisant? L'élection, c'est comme lorsqu'on danse les tangos. Pour danser les tangos, il faut être à deux. On ne danse pas les tangos seuls. C'est-à-dire que nous sommes dans un système partidaire. Le parti politique, ils sont des partenaires et on doit nous considérer comme tels. Et pour organiser une élection dans un pays post-conflit, dans un pays où il y a eu des élections plusieurs fois ratées, il doit y avoir un minimum de consensus. C'est ce que toute personne de bon sens observe. Et qu'il n'y a pas ces consensus-là, donc on ne peut pas organiser une élection d'une manière unilatérale, avec un calendrier unilatéral, un calendrier opportuniste. Justement, les députés, les délégués envoyés par le parti politique de l'opposition, une fois à la CENI, ils y deviennent des personnes neutres. Il y a d'ailleurs l'exigence de la neutralité et même de la trahison. Ils sont appelés à trahir leur corps, le parti où ils ont été mandatés. Ça, c'est une exigence même légale. Donc, c'est pas parce qu'ils sont meneurs, ils étaient des nôtres et qu'ils sont à la CENI et que nous ne pouvons plus crier, nous ne pouvons plus hausser les tons lorsque nous voyons que les choses ne se passent pas dans les règles de l'art, madame. Alors, donc, qu'est-ce que vous nous reprochez? D'avoir demandé à ce qu'il puisse y avoir un calendrier global, un calendrier consensuel. C'est ce que nous exigeons. Et ça, c'est le bon sens qui nous appelle à faire ça. Les discussions justement avec la commission électorale par rapport à cette aspiration. C'est aujourd'hui, il y a une sorte de temps mort. Parce que il existe un cadre de concertation. Ces cadres-là, on ne tient pas compte. Une fois, j'étais ici, je l'ai dit, et je profite de votre micro pour qu'on ne tienne pas compte de nos propositions. Nous avons dit qu'il fallait continuer avec les élections. Si ça ne dépendait que de nous, on devait organiser des élections provinciales. Et ça devait déboucher à l'organisation des élections sénatoriales et même des gouverneurs. Et à suffrage, les élections provinciales, à suffrage direct. Et nous l'avons dit ici. Et c'est ce que nous avons dit à l'équipe Malou, mais qu'on n'a pas tenu compte de ça. Il vous a pas écouté. Madame, vous avez évoqué quelque chose d'important. M. Monediel a dit qu'il y a des délégués. Comme ce sont des gens que vous avez mandatés auprès de la CENI, s'il y a un esprit de doute, vous les rappelez, qui démissionnent carrément parce qu'il y a un esprit de doute. On peut composer qu'avec des personnes avec qui vous partagez la même vision. Donc, tant que votre vision, tant que la vision de vos délégués ne cadre pas avec vos partis, vous leur demandez, vous partez, monsieur. C'est ça l'essence même des responsabilités. La démission est l'essence des responsabilités. Quand on n'est pas d'accord, on part. Mais en 2011, c'est pas la culture. En 2011, moi, j'ai voulu être candidat aux élections générales qui se sont présentées. Pourquoi je ne me suis pas présenté? Parce que nous avons constaté qu'il y avait certaines personnes qui se sont enrôlées 2 ou 3 fois. Il y avait des mineurs qui étaient enrôlés dans certains villages avec des preuves. J'ai écrit aux 2 chambres, avec copie au président de la CENI, j'ai dit qu'il faudrait revoir les fichiers électoraux et donner les droits de vote à la diaspora. N'ayant pas obtenu des réponses, un homme responsable, je ne suis pas allé aux élections. C'est ça l'essence de la responsabilité. Oui. Vous faites démissionner vos délégués. C'est les respects même de la population. Okay. On va terminer. La démission, c'est l'essence du respect et des responsabilités. On va terminer par toute autre chose. Ce Mouniéré me fait penser à la 10e rue à Limété. Alors, hier, Jeune Afrique... C'est ça quand on a fait allusion à ça, je ne voulais même pas répondre parce que c'est une identité dont je suis fier. Jeune Afrique a sorti un article sur Étienne Tshisekedi, son état de santé. Depuis le 20 mai, il aurait été acheminé de toute urgence dans un centre médical à Mangafula. Une information tout de suite démentie par le secrétaire général. C'est quoi les nouvelles que vous avez sur Étienne Tshisekedi aujourd'hui? Oui, mais madame, je crois que par rapport à une préoccupation de M. Boulamba, il insiste sur la démission. Vous avez déjà répondu à la question, je ne vais pas y revenir et insister là-dessus.
Kabila est arrivé en fin mandat, il continue à se maintenir, même s'il a plaidé pour dire que c'est l'intelligence. Il utilise l'intelligence. L'intelligence, là où la loi est claire, vous voulez utiliser, donc ça voudrait tout simplement dire qu'on veut conserver le pouvoir indépendamment des règles du jeu, donc sans tenir compte de règles du jeu. Donc ça veut dire que la démission, oui, à ce qui concerne le président Etienne Tshisekedi, je crois que nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Je suis malade, il est malade, n'importe qui peut être malade. Je ne crois pas qu'on doit gloser sur la maladie d'Etienne Tshisekedi. Et moi je dis que s'il faut que Tshisekedi se présente même malade, je voterai pour lui. Pourquoi? Parce que au moins c'est quelqu'un qui fait la politique aujourd'hui par conviction et il est tenté de faire rêver des millions de Congolais. Ils trouvent qu'à travers lui, ils peuvent trouver le salut. J'ai vu les élections en Algérie, où il y a eu le président Bouteflika, dans sa chair tournante, les gens l'ont voté. Et j'ai demandé à un Algérien, et moi qui ne parle pas souvent en France, je ne veux pas parler de la France, je laisse le loisir des gens de citer la France, mais une fois j'ai des passages en France, j'ai demandé à un Algérien, il m'a dit que ce monsieur-là, et nous devons voter parce qu'il a une histoire dans ce pays, il a écrit une histoire dans ce pays en lettres d'or. Il a l'Algérie et sous les jours de la France, et il s'est battu pour que la France puisse devenir, l'Algérie puisse devenir ce qu'elle est devenue. Donc, je dirais, de la même façon que Tshisekedi s'est battu pour l'éclosion de la démocratie dans ce pays, pour le bien-être social dans ce pays. Et sa maladie ne m'inquiète pas. S'il est malade, c'est un humain, mais cela n'empêche pas. Ça arrive à tout le monde. Et s'il faut voter pour Tshisekedi, je suis prêt à voter pour Tshisekedi. On termine. Moi, je voulais juste faire deux récapitulatifs plus rapides. Messieurs, s'il n'a pas le loisir d'aller en France, c'est comme si vous voulez pas aller au paradis, mais vous croyez en Dieu. Pour lui, la parole de François Hollande, c'est une parole. Il y va souvent, hein. Dernièrement, je l'ai appelé, il était sur Omi. Non, je voulais juste dire, pour lui, la parole de François Hollande, c'est parole d'évangile. Alors, on termine avec vous. Alors, je ne peux pas terminer. Je peux pas terminer sans. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Etienne Tshisekedi, avec qui nous avons des liens de famille. Pour ceux qui ne les savent pas. Par votre grand-père, Antoine Roger Bolamba? Non, par ma famille. Il y a ses enfants qui sont mes neveux. Alors, on termine par. Pour ceux qui ne savent pas, sa situation, je peux pas terminer même s'il n'est pas en bonne santé, c'est très déplorable, mais on ne peut pas laisser quelqu'un qui n'est pas en forme de diriger les pays. Ça, c'est des discours très dangereux. Ça c'est un point de vue. Je ne peux pas terminer pour ceux qui veulent avoir les responsabilités dans une république. Je ne peux pas terminer sans un hommage à Antoine Roger Bolamba, votre grand-père, l'un des plus grands écrivains de ce pays. Et il semble que c'est lui qui avait présenté Mobutu à Lumumba. Oui, parce que le feu président Mobutu fut l'un de ses journalistes. Il avait commencé avec lui. Donc, lorsque mon aïeul et Emery Patrice Lumumba ont eu l'esprit de créer le mouvement national congolais pour l'indépendance, il avait un de ces jeunes journalistes publics et ils sont restés amis jusqu'à la fin de leur jour. Merci beaucoup. Merci. C'est l'essence même de la fidélité. Merci à vous deux d'être venus dans cette émission qui se termine ici. On se retrouve la semaine prochaine.